Donc merci pour votre ponctualité. Ce soir donc nous travaillons sur les deux concepts ambition et séduction. Et j'ai le souvenir que lorsque j'avais choisi ce tandem-là, je n'avais pas vraiment l'idée de tout ce que ça allait me permettre, et je ne fais que me réjouir parce qu'au fur et à mesure de mes enquêtes, de mes lectures, je voyais à quel point ils étaient vraiment complices dans ce qui fait évidemment notre sujet aussi, qui est celui de comment avoir, comme je le disais dans l'état de veille, une vie en couleur. Et donc soit du côté de l'ambition, soit du côté de la séduction. Donc en introduction, ce que je veux dire, en plus de ce que vous avez entendu, c'est que je m'apercevais avec ce travail que nous sommes promptes, alors sans doute pour des raisons culturelles, familiales, etc., à être très réactifs aux excès maléfiques, délétères des deux. Donc ce que j'ai évoqué déjà, c'est-à-dire une ambition qui deviendrait quelque chose d'une volonté de toute puissance, ou d'une séduction qui deviendrait manipulation. Ça, bien entendu, je vais y revenir plus abondamment lorsque je descendrai donc du côté de cette partie centripète. Mais vraiment, ça aurait pu être une conclusion, mais je vais commencer par ça, c'est ce qui m'a le plus alerté, et ce dont j'espère aussi que ça va vous alerter, c'est vous que je vais dire, c'est que nous sommes relativement peu réactifs à l'autre extrême, c'est-à-dire quand il y a manque d'ambition et manque de séduction, quand il y a indifférence, quand il y a paresse, quand il y a résignation, quand toutes ces choses qui sont froides, qui nous attirent vers le bas, sous prétexte de ce que certains sages, de ce que certains maîtres veulent nous vendre sur pas de conflit, pas de désordre, pas trop d'émotions, pas de ci, pas de ça. Et je suis sensible au fait de notre vulnérabilité à acheter ces propos qui viseraient, encore une fois, à quelque chose qui serait plus pastel ou même en noir et blanc. Alors que, évidemment, j'ai à cœur, au contraire, de nous éveiller à la couleur, à des tempêtes, à du désordre et toutes ces choses-là. Voilà. Donc j'ai mis quelques mots pour être... Interruption. Donc, je les ai déjà désignés dans ce tableau. Hein, je disais que les deux, ça va nous permettre de lutter contre dépression, résignation. Donc les mots importants, c'est bien sûr l'enthousiasme, l'effervescence, la curiosité, la transgression et l'eau pétillante. Et les autres mots importants, que je n'ai pas encore cités, c'est ceux qui seront l'objet de ma conclusion. Dans un premier temps, donc dans ces comparaisons, ou dans cette, pas ces comparaisons, mais dans cette alerte que je voudrais poser, il y a effectivement cette méfiance que nous avons à avoir à l'égard de tout ce qui invite à réserve, invite à une sorte d'une réserve qui pourrait aller jusqu'à la paresse. Ce que je disais, le risque aussi d'abandonner notre parole, notre place, de disparaître. Et donc, bien sûr, ça fait une passerelle avec le livre sur témoins de violence, parce que c'est exactement ça qui m'a alertée. C'est lorsqu'il y a du rififi, lorsqu'il y a danger, lorsqu'il y a menace, sommes-nous capables à ce moment-là d'être mobilisés par cette réactivité, cette volonté d'intervenir, cette volonté de signer notre place, notre rôle, notre nom, au lieu d'attendre que que le salut vienne de l'extérieur. Donc, invite souvent à une forme donc, de passivité, je le disais, d'inertie. Et le mot-clé que vous m'entendez dire à peu près à chaque conférence, c'est celui du confort, hein, appel au confort. Et que, je vous rappelle, le contraire du confort, c'est la santé, c'est la prise de parole, c'est la prise de risque, c'est la capacité à aller sur le front et à manifester, et à bouger, et à parler, et toutes ces choses, évidemment, qui sont objet de crainte. L'autre chose, c'est l'autre mot important, toujours par rapport à méfions-nous de ce qui tire vers le bas, alors que nous y sommes souvent un peu invités, sinon quelquefois supposés, obligés, c'est tout ce que je viens de dépeindre là du froid, c'est la dépendance. Dépendance à des propos, dépendance à des institutions, dépendance à un héritage culturel, dépendance à des modèles.
et que c'est pour ça que là, je mettais bien la permission de transgresser. C'est de désobéir, de remettre en question, de remettre en question et de remettre en question encore pour arriver à quelque chose qui nous permet de retrouver notre axe, notre cohérence, notre parole et notre légitimité, bien sûr, et notre puissance, ce que j'ai mis là-bas. Et là, on peut retrouver ça, faire preuve de jugeote. Voilà. Et donc, à l'opposé de cette dépendance calamiteuse, je mettais un autre mot qui serait l'alliance. Quand je disais comment passer de je à nous, eh bien, c'est en faisant alliance, en nous méfiant de tout ce qui pourrait être illusion, qui pourrait être du côté du pacte ou d'une complicité négative. Comment est-ce que je peux faire alliance pour être du côté de la puissance et de l'intelligence mise en commun? L'autre chose aussi qui me fait être quelquefois en porte-à-faux avec certains messages psy ou autres, et c'est ce que j'évoquais déjà d'ailleurs à la conférence dernière sur la plainte et la consolation, c'est que dans ce froid, dans cette économie, dans ce confort, il y a aussi la croyance que nous aurions juste à réparer. Réparer est peut-être nécessaire, mais c'est sûrement pas suffisant. Et du côté du chaud, il y a transformé, il y a créé, il y a bien sûr quelque chose qui va rester encore avec des cicatrices. Mais c'est l'idée d'être du côté de l'extraordinaire, du rêve à réaliser, de quelque chose que nous voyons et qui nous a attirés depuis que nous savons lire ou écouter des histoires, du côté de ce que manifestent les héros. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont surmonté? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé en eux comme ressources? Et à la fois, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme infrastructure, c'est-à-dire à la fois les superstructures et les infrastructures. Comment se sont-ils donné les moyens de réaliser leurs rêves? Et c'est certainement pas, comme je disais tout à l'heure, en restant au coin du feu à regarder des écrans qu'on a pu changer le monde ou qu'on a pu y laisser une empreinte. Il y a quelque chose qui suppose effectivement une créativité qu'il serait nécessaire d'éveiller avant effectivement la panne de courant qui nous priverait des écrans. Le mot que je n'ai pas encore dit, mais qui est au centre de tout ça, c'est qu'en est-il de cette permission envers et contre tout d'exiger de prendre ma responsabilité? Ça veut dire, encore une fois, je reviens à cette dépendance, est-ce que je veux être dépendance d'un système social, des aides, etc. Ou est-ce que, envers et contre tout, la première étape, c'est je suis responsable de ce que je veux aujourd'hui et de la façon de me l'octroyer et d'avoir la vie que je veux, quel qu'en soit le prix à payer, et ce prix est à accepter évidemment. Donc, le contraire du confort, c'est aussi l'élan, la gourmandise, l'audace. Et d'une certaine façon, aussi en jouant un petit peu avec les mots, du côté du confort, on va avoir la jouissance d'un bien, d'un privilège, et du côté, au contraire de cette dynamique dont je parle ce soir, on va avoir la réjouissance. Quelque chose qui dit autre chose, qui vient de la joie et pas de la consommation. Je sens que j'ai oublié quelque chose. Voilà, les mots importants sont là. Peut-être que ce que je n'ai pas redit, c'est le mot innovation. En quoi est-ce que donc cette partie du neuf, pas seulement faire du neuf avec du vieux, mais qu'est-ce que je vais introduire effectivement comme pépite nouvelle, comme pièce du puzzle qui va me donner cette énergie pour avancer. Donc nous passons de ce quotidien à aménager, et pourquoi pas, à quelque chose d'une autre dynamique qui serait introduire dans notre vie de l'extraordinaire, de l'exceptionnel, de la couleur, de la saveur, et tout ce dont je vais reparler évidemment au mois de juin à propos de la dépression, contre laquelle, enfin, au moins à laquelle réagir. Contexte social dont je redis qu'il est délétère et qui viserait, et contexte psy aussi, où avec ces thérapies feel good, confortables, etc. Et surtout, j'allais oublier de dire ça, et bien sûr, ce à quoi je veux tordre le cou régulièrement, c'est encore une fois ce qu'on nous vend comme possible désir universel qui est d'être heureux, et qui est juste, pour moi, aberrant et stupide, parce que ça, j'y crois pas, que être heureux, très bien, mais ça ne peut pas être un objectif, parce que ce serait encore rester du côté du confort et du sens de l'économie. Donc,
ce que j'aime bien retrouver avec ce terme d'ambition, et ça va être l'objet de quelques minutes d'éclaircissement, c'est juste le désir d'être. Alors moi, bien sûr, je rajoute vivant pour avoir un attribut, mais c'est ça que je retrouve dans les témoignages, dans les essais sur l'ambition. C'est volonté d'exister, de me faire exister. Alors soit avec des projets, des défis à relever, etc., soit du côté de la séduction. C'est être en relation, c'est embarquer, c'est convaincre. Je vais dire que c'est une mauvaise herbe aussi, la conviction, enfin le vouloir convaincre, mais avant que ce soit une mauvaise herbe, c'est quelque chose effectivement dont nous donner la permission. Et si nous sommes gênés par ceux qui sont dans cette séduction, c'est probablement la jalousie de ne pas avoir ce potentiel, cette capacité. Donc allons balayer devant notre porte et puis surtout donnons-nous des permissions au maximum, tout en sachant effectivement ensuite les maîtriser sans nous laisser embarquer. Donc, ce que je veux souligner à propos, encore une fois, de ces deux concepts, ces deux énergies, ces deux cartes à tout, c'est comment partir du moins, du douloureux, du défaitiste, des blessures, etc., du trauma, et en faire quelque chose de plus, sans se limiter à la réparation. Comment faire l'étape supplémentaire, c'est de la transformation. Donc, mon propos, c'est réhabiliter des concepts qui sont souvent disqualifiés, comme donc ambition et séduction, voir effectivement leur puissance, voir leurs limites, mais comme introduction, c'est surtout voir effectivement notre aveuglement à ce déficit que nous pouvons rencontrer et pour lequel nous avons des modèles. Oui. Comment partir du moins pour en faire du plus sans se limiter à la réparation. Ah oui, pas au sens limité à la réparation. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment, voilà, c'est ne pas être juste vouloir réparer ce que les ancêtres ont fait, mais comment être, franchir une étape supplémentaire, faire avancer le schmilblick, faire en sorte que je laisse une empreinte, que je ne sois pas que à avoir une balance positive, mais qu'il y ait effectivement quelque chose en plus au bout de mon siècle de vie. Et ça veut dire effectivement défi à relever, remonter ses manches et trouver son talent, vous voyez la petite référence que je fais, et retrouver sa cohérence, et puis effectivement être du côté de la santé et de l'élan plutôt que du côté du confort. C'est-à-dire faire beaucoup de deuil aussi, beaucoup, et notamment devenir sourd ou sourde à ces consignes ou à ces messages qui nous sont donnés aujourd'hui sur pas de conflit, pas trop, prenez des vacances, respirez bien, faites du sport, mangez bio. Oui, pourquoi pas. Mais c'est comme si on allait s'arrêter là, et je ne suis pas bien sûr contre ça, mais c'est quand même peut-être nécessaire, pas toujours, mais sûrement pas suffisant pour une vie qui soit en couleur et qui soit dans l'intensité que je nous souhaite à chacun. Donc toujours avec ce mot-clé qui serait la prudence. Hein. Prudence de ne pas heurter, prudence de faire attention, dormir 8 heures enfant et puis au moins 7h30 adulte. Oui, vous savez déjà la méfiance que j'ai à l'égard de ces consignes, comme si on était tous peu ou prou handicapés de quelque chose qui serait simplement la permission d'être dans la vie. Alors, donc, je reviens à ce tableau-là. Donc, ambition, séduction. Donc du côté de ce que j'appelle le centrifuge, parce que je n'ai pas mis d'autres mots ici, donc toujours réhabilitation de ce concept-là d'ambition. Donc laisser son empreinte, ça veut dire retrouver en soi de l'énergie, de la vaillance, de la gourmandise, être aussi du côté de la nouveauté et de l'avenir, au lieu de ruminer effectivement le passé ou de s'installer dans un présent qui ne serait qu'un présent comme une salle d'attente. Donc là, on va avoir le goût de la nouveauté, avoir des objectifs qui ne soient pas forcément des défis, même si dans le titre je mettais défis, mais au sens de se prendre en charge. Mais vraiment cultiver toutes ces aptitudes à être dans l'élan, dans la gourmandise, je l'ai dit, dans l'optimisme aussi, je vais y revenir, parce que vous savez que je fais la distinction entre optimisme et confiance, et ça sera un propos tout à l'heure. Ici, c'est l'audace, l'action, aussi le travail en équipe, c'est
c'est-à-dire, oui, que ce soit la politique ou le sport, c'est en équipe, à plusieurs, avec cette émulation, avec cette somme donc d'énergie supérieure à celle de la somme de chacun. On va être dans l'action plus que dans la stratégie, et c'est ce que je vais voir quand on va tomber dans le centripète. Voilà, donc quelque chose qui veut dire que je vais être davantage attentive dans la cheminée au feu qu'aux bûches. C'est-à-dire que c'est une façon de dire, de répéter encore et encore, que la mauvaise réputation de l'ambition vient de ce que, depuis des centaines d'années, nous continuons à regarder l'objet de l'ambition et non pas l'énergie, le mouvement, l'élan. Ce qui nous intéresse, c'est l'élan. Et que, bien sûr, si je vais jusqu'au bout, il peut y avoir des personnes qui ont des ambitions porteuses dont l'objectif, dont l'objet n'est pas forcément quelque chose de sympathique, et que j'ai pu, moi aussi, être de ce côté de blâmer ou de disqualifier une ambition sous prétexte que c'était quelque chose qui ne me semblait pas suffisamment noble. Mais ça, c'est aussi vraiment quelque chose que je regrette aujourd'hui. C'est, je dis, c'est que nos enfants aient, au début, un objectif d'une collection de quelque chose, etc. Ce n'est pas l'objet de la collection que nous avons à juger. C'est cet élan, cette gourmandise, cette capacité à prendre sur soi, etc., que nous avons à célébrer. Eh bien, ce que je dis pour nos enfants de 7 ans, nous avons à l'avoir aussi pour nous. C'est nous mettre en route, nous lever matin, avoir les yeux qui pétillent, au lieu, et pour les autres, avoir effectivement cette discipline de regarder les yeux qui pétillent plutôt que l'objet de la collection ou l'objet de cette ambition. Est-ce que vous l'avez bien entendu? Si vous ne retenez qu'une chose, c'est celle-là. Parce que sinon, évidemment, nous allons passer dans le jugement, le blâme, la disqualification de quelque chose qui est cet élan et ce moteur. Donc, évidemment, des auteurs disent plutôt le feu que la bûche, et moi, je continue à dire, effectivement, les yeux, les étoiles dans les yeux de mes enfants qui écoutent une musique que je pourrais effectivement trouver suspecte, ou qui sont prêts à prendre un autocar pour aller voir des artistes quelque part, que je trouve quelquefois un petit peu bizarre. Mais c'est ça, c'est se lever matin, acheter le ticket, prendre le bus, avoir mal au cœur, et se réjouir, effectivement, d'avoir été dans cet élan, plutôt que de faire grasse matinée. Bon. Ça, c'est le plus important. Alors, toujours dans l'énergie et la force centrifuge, je passe du côté de la séduction, donc à droite de mon tableau. Donc, comme du côté gauche, on va avoir passion, 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 dont je disais tout à l'heure, bien sûr, c'est la racine de notre énergie. Aussi, cette séduction va redonner de l'intensité à notre vie. Bien sûr que là, je vais placer, sans trop attendre, le mot d'attachement. L'attachement, c'est quelque chose de ce côté-là, c'est-à-dire l'implication, la qualité de présence, c'est aussi quelque chose de la séduction. Je me laisse être séduite par les projets que j'ai, je me laisse être séduite aussi par l'équipe avec laquelle je travaille. C'est créer du lien, créer de l'appartenance, et tout ça, bien sûr, encore une fois, très du côté de source d'énergie et du côté péchu. Donc, c'est renoncer au côté banal, à l'ennui et à la mort. Alors, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est ce qui est propre à cette partie supérieure de mon tableau, là, c'est que ça va être la peur de la mort. C'est parce que nous avons peur de cette mort qui passe par l'ennui, le ronron petit patapon, que tout à coup nous allons mobiliser cette énergie, que nous allons nous donner des objectifs. Alors que probablement, ce qui va être commun dans la partie centripète, la partie inférieure de ma feuille, ça va être la peur de la vie. Peur de l'intimité, peur de prendre des risques, peur de faire des erreurs, peur de réussir aussi, bien sûr, quelquefois peur de perdre quelqu'un, mais on va être du côté d'autres choses. Vous voyez, peur de la vie avec ce qu'elle suppose de blessures quelquefois, d'échecs souvent, comme pour l'enfant qui apprend à marcher ou à rouler à bicyclette, aussi des cicatrices et des écorchures, etc. Voilà. Et donc c'est vraiment ce que j'ai tenu à distinguer en haut et en bas. C'est si nous n'avons pas suffisamment conscience de cette mort qui nous gagne tous un jour ou l'autre, si nous n'avons pas peur de cette mort psychique qui s'appelle la dépression ou qui s'appelle ronron petit patapon comme je disais à l'instant, eh bien nous risquons effectivement d'aller du côté du confort plutôt que du côté de l'aventure. L'aventure est le signe que nous voulons autre chose que ce quotidien.
Donc là, on va être du côté de l'alliance dont je parlais, de maîtriser aussi quelque chose de nos relations avec les autres, du côté aussi de la générosité, hein, qui est une des premières vertus pour moi dans l'attachement. Et cette alliance, hein, qui va être le propre de toutes ces organisations-là, du côté donc, de la séduction, eh bien, ça va éviter d'être dans le pacte étant de ce côté-là, évidemment, en bas à droite. Je vais être du côté du désir, ça vous pouvez le souligner 3 fois, et que si je ne cultive pas ce désir sur la partie supérieure, je vais passer du côté donc inférieur à ce qui remplace le désir avec quoi il est confondu, et c'est la compulsion, c'est l'addiction, que ce soit sur le plan alimentaire ou sexuel, ou enfin n'importe quoi, les achats. Si je ne cultive pas du côté de la séduction ce désir, je vais me retrouver avec un comportement qui va donner le change, qui va ressembler, évidemment comme le Canadian Dry, mais qui ne sera pas ce désir, qui sera la compulsion, qui sera la dépendance à un objet. Et je vous rappelle que tout peut être transformé en objet d'addiction et de dépendance. Si, donc, en haut à droite, je vais être du côté de la maîtrise, encore une fois, j'ai dit ce mot, si je ne suis pas attentive à être dans cette maîtrise-là, je vais passer au contrôle, ce que je vais développer dans quelques minutes. Si je ne suis pas du côté de la générosité en haut, je vais passer du côté de la privation, qui est une des caractéristiques de la manipulation, du chantage ou de la menace, sur laquelle je vais revenir. Je reviens donc à mon côté gauche, j'ai insisté sur le fait donc donc action en haut, là je vais avoir stratégie, je vais avoir exigence de qualité du côté de l'ambition. Si je ne respecte pas les normes de ça, je vais être dans la compensation avec la quantité. Bien sûr, quelque chose qui va me faire être dans la comptabilité, être rassuré par l'abondance, au lieu d'être dans la priorité de la qualité, que ce soit les relations, que ce soit n'importe quoi. Si je ne suis pas dans cette gourmandise en haut, je vais passer effectivement à consommation, et puis je vais y revenir tout à l'heure, le cynisme ou une autre forme de manipulation qui va être générale en général sur les deux côtés, qui seront les attentes. Attentes du côté du salut qui viendra de l'extérieur du côté de l'ambition, ou salut qui vient des autres du côté effectivement de la séduction. Ce que je mets, ce que j'ai écrit sur mon tableau là, c'est que, et vous savez combien j'ai à cœur de distinguer nos deux besoins, besoin de reconnaissance, besoin d'amour, alors que je trouve que notre culture les confond tout le temps, et que c'est très radicalement différent avec, pour chacun de nous, un ordre de priorité différent. Pour la moitié de nous, c'est d'abord être satisfait dans le besoin de reconnaissance pour ensuite pouvoir accueillir l'être aimé. Et pour l'autre moitié de notre public, c'est d'abord sentir l'amour pour pouvoir ensuite être nourri de la reconnaissance. Ça, j'y tiens beaucoup. Donc évidemment, sur la partie gauche du tableau, c'est besoin de reconnaissance du côté donc, de l'ambition, alors que du côté droit, on va avoir ce besoin d'amour qui, s'il n'est pas satisfait du côté de la séduction, va devenir effectivement une dépendance sur la partie inférieure, avec des pactes, avec des jeux psychologiques et tout ça. Donc j'insiste là, je l'ai déjà mis, je reviens, sur la partie vraiment la plus inférieure, quand je disais peur de perdre, peur de la vie, ce serait peur aussi, je ne l'ai pas suffisamment souligné, peur des émotions, j'ai dit peur du désordre, peur des épreuves, et surtout peur de l'intimité, hein, je reviens à ça, la vie étant à hauteur de cette capacité à vivre ça. Je reviens encore, même si c'est un peu bizarre toujours dans mon tableau, si je ne suis pas dans cette capacité à être en équipe, hein, que ce soit dans toutes les circonstances de la vie où nous avons besoin d'être dans du politique, ou de l'associatif et de la solidarité, je vais être dans une forme de condamnation à être solo, avec à ce moment-là une ambition qui va être plutôt étriquée, où je vais être plutôt dans l'exigence de performance que dans quelque chose qui serait tiré, embarqué et entraîner les autres, et je vais retrouver à la fois, même s'il y a quelques pépites positives, je vais retrouver tout le délétère de la rivalité, de la compétition, de la loi du plus fort, et bien sûr ici, nous allons retrouver le mot qui réapparaît à peu près dans chaque conférence, qui est l'ordalie. C'est me mettre en danger
mortelle pour pouvoir donner des preuves, pour pouvoir me sentir exister, faute d'avoir pu le faire donc dans cette ambition qui est du côté centrifuge. Hein. Centripète, vous voyez combien ça nous fait aller du côté d'une mort symbolique, faute d'avoir suffisamment été du côté d'apprivoiser quelque chose de notre temps de vie. Voilà, il y a encore plein de choses, mais j'y reviendrai avec un autre tableau. Bien sûr, alors si du côté de l'ambition, on va être dans faire, c'est ce que j'ai marqué ici, hein, agir, faire, alors que du côté de la séduction, on va être du côté regarder. Ce que je n'ai pas encore suffisamment distingué, et je tiens à le faire, c'est un sujet qui me tient très à cœur, dans d'autres circonstances, c'est si, la question peut sembler absurde, c'est juste pour les besoins de la démonstration, si nous avions à choisir entre aimer ou être aimé, qu'est-ce que nous pourrions choisir? Et évidemment, encore une fois, la moitié de nous choisirait être aimé, la moitié aimé. Et pour moi, c'est quelque chose aussi qui va me permettre de répartir ces mots sur mon tableau. Probablement, aimer serait du côté de l'énergie, de l'ambition, c'est-à-dire embarquer, bousculer, alors que être aimé est plutôt du côté de la séduction, avec tout ce que ça suppose aussi de vulnérabilité potentielle. C'est-à-dire que ici, c'est je veux et donc je suis, j'aime ce que je fais, ma vie, mes projets, etc. Donc je suis, alors que la relative vulnérabilité du côté de la séduction, c'est je suis aimé, donc je suis. Ça veut dire que si je ne suis plus, qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que je perds quelque chose de mon intégrité, de mon identité et de ma légitimité à être au monde? Voilà. Donc, toute la question du charme, de ce côté de la séduction, de l'ensorcellement, mais aussi du trompe-l'œil. Hein, est-ce que nous en avons peur? Est-ce que nous pratiquons l'artifice, les paillettes, mais aussi de façon moins risquée, c'est cette partie à droite, c'est le côté des rituels, des signes, des rites également, mais aussi l'importance aussi de cette séduction, c'est vouloir aussi, pas seulement séduire les autres, mais apprivoiser les dieux, apprivoiser le diable, toutes ces choses que nous mettons en place d'une façon cache ou pas d'ailleurs, c'est avec la place des superstitions. Donc là, on va être quelquefois dans l'illusion de toute puissance, alors qu'on va être en train de jouer à droite, du côté de la séduction, avec une impuissance qu'on voudrait limiter grâce à des comportements psychomagiques, grâce à des superstitions, des illusions, dont j'ai parlé dans une autre conférence. Voilà. Tu mets les rituels, excusez-moi, je n'ai pas saisi où tu mets les rituels, les rites. Là, à droite plutôt. À droite, oui. En haut, en bas? Les deux, oui, les deux. Okay. Avec toujours le passage dangereux de centrifuge à centripète. Voilà. Okay. Je dirais, si des rituels, et si je descends, je dégringole du côté de ordre plus important que des ordres, je vais être du côté, à ce moment-là, de la superstition, ce qui n'est pas la même chose, évidemment. Donc, de toute façon, encore à droite, on va donner plus d'importance à l'imaginaire, à la fantaisie, à ces pensées magiques, à la poésie aussi, au regard, à entendre, à sentir, aux couleurs, au silence, j'ai déjà dit, aux images, aux fantasmes. Et donc on est vraiment du côté de sensibilité et conviction dont nous avons fort besoin pour être dans cette maîtrise de notre vie. Et cerveau droit. Et cerveau droit, et cerveau droit. Et donc quelque chose qui serait plutôt attribué, sans doute avec excès et mauvaise foi, à notre côté féminin, mais c'est le cerveau droit. Alors que du côté gauche, on va retrouver le cerveau gauche, avec alors moins d'érotisme qui était à droite que de sexualité, moins de fantasme que ce principe de réalité, moins d'imaginaire mais plus de réel, moins de regard et plus de discours et de paroles. On est moins, là on va être entendre et sentir, là on va être déjà au début de vouloir comprendre pour pouvoir maîtriser, faire des comptes, avoir des chiffres, être du côté de la science, des preuves, d'une énergie tangible. Donc on va être dans passage à l'action, quelquefois passage à l'acte, du côté là de l'efficacité. Il faut que ça marche, quoi. Mais encore une fois, la personne qui a pu adopter cette carte atout de l'ambition ne va pas s'identifier évidemment à ce résultat
Et ce qui lui importe, c'est rester tout le temps en mouvement. S'il y a un échec, elle continue. S'il y a un succès, elle continue. Mais ni l'un ni l'autre ne vont l'arrêter sur son élan, dans son élan de construction, d'élaboration et de création surtout. Voilà, donc encore du côté gauche, on va avoir gagner, changer, produire, réussir. Alors que du côté droit, on va avoir jouer, paraître, tromper, séduire, encore séduire. Après, bon, on travaille sur, effectivement, en médecine chinoise, qu'on voit entre Occident et Orient, l'Occident du côté gauche et l'Orient du côté droit aussi. Le mot sur lequel je reviens, c'est vraiment aussi le mot de performance, ici, hein, en bas à gauche. Dès qu'il y a cette priorité donnée au résultat, à l'efficacité, au point d'être dans la performance, il y a quelque chose qui s'est crispé, quelque chose qui est revenu à du centripète. Désir de réussir, oui. Besoin ou difficulté à supporter de l'échec, on est dans la partie centripète. Ça vous va pour centripète, centrifuge, hein, pour tout le monde? Enfin, tout le monde a eu une machine à laver, donc... dans les deux cas aussi, c'est quelque chose du souci de l'altérité, hein, l'autre et autre, mais ça, je suis en train d'annoncer ce que je vais redire à propos de la partie donc de compulsion et de dépendance. Voilà. Ce que je mets, mais d'une façon un petit peu radicale aussi, juste pour encore distinguer ces quatre cubes. Donc, en haut à gauche, j'ai ce que j'appelle le politique, pas la politique, le politique, hein, avec quelque chose de ce passage de jeu à nous, et avec quelque chose d'une entreprise commune, et avec cette volonté de changer, d'améliorer, etc. À droite, je vais avoir du collectif aussi, hein, de l'interactif. En bas à gauche, je vais avoir le risque de narcissique, hein, si je suis solo et si je reviens à moi, mais l'ambition centrée sur moi et non pas centrée sur un projet, comme ça. Et en bas à droite, je vais avoir le risque d'hystérique, hein, quelque chose où je ne supporte tellement pas de ne pas être aimé que je vais être capable effectivement de mobiliser une énergie qui va bien sûr se retourner contre moi. Alors, je vais revenir à ce qui se passe du côté centripète. Donc, dans les deux, dans toute la partie inférieure, je vais être en alternance, bien sûr, entre contrôle et contrôle en fait. Contrôle est une forme de séduction qui va être à ce moment-là négative. Mais donc, c'est pour ça que le mot commun, ça va être toutes les formes de contrôle. Pour éviter de sentir, effectivement, le deuil, la peur, toutes ces choses qui font partie de la vie. Donc, ici, au lieu d'être dans cette ambition qui embarque et qui entraîne, qui sollicite et qui mobilise, je vais être du côté de 4 verbes que je choisis, que vous connaissez déjà, qui vont dire cette chose suspecte, où tout à coup, je ne serai plus dans la maîtrise, je serai dans le contrôle, qui est forcer, contraindre, avec un ordre croissant, obliger et soumettre. Hein, donc on arrive à quelque chose qui serait l'emprise. Alors qu'on était dans ce mouvement en avant, là il y a quelque chose qui s'arrête. Forcer, contraindre, obliger et soumettre. Ce qui se passe, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les témoignages de ces personnes sous emprise, hein, les 3 mots qu'on retrouve partout, que vous avez déjà entendu ici, mais c'est important parce que ça peut donner du sens à ce que nous entendons et aussi à ce que nous avons pu vivre. Quand il y a effectivement cette ambition d'emprise sur nous, il y a donc les 3 expériences. D'abord, déstabilisation, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, un autre mot important, sidération. Et ensuite, on voit ça aussi dans tout le témoignage, inhibition. Mais on ne passe pas tout de suite à l'inhibition. Il y a d'abord ce moment de stupeur, sur lequel je vais revenir aussi tout à l'heure. Donc vous voyez bien qu'avec ces 3 mots, on n'est plus dans ce que j'appelais passer de jeu à nous. C'est plutôt que là, on va passer de nous à jeu qui va prendre le pouvoir et imposer
ma volonté, imposer oui, ma volonté jusqu'à l'abus de pouvoir, évidemment. Donc ça, on est du côté de quelque chose qui serait dit. Du côté droit, donc plutôt là, il va y avoir plusieurs petits rappels que je vais faire, que je développe davantage dans la conférence sur la manipulation, mais je vais revenir à ça. La première chose là, c'est revenir à la distinction que je fais entre mentir et manipuler. Bien sûr que mentir va être un outil de séduction dont on ne pourra pas faire l'économie. Vouloir séduire sans mentir, c'est juste mission impossible. Et donc c'est pour ça que j'ai à cœur de distinguer cet outil-là, qui peut être un outil de respect, de façon soit de moi, soit des autres, mais c'est quelque chose vraiment à introduire dans sa boîte à outils sans la culpabilité qu'on a voulu associer à cette pratique. Ce n'est pas possible de vivre en société, de vivre dans cette belle dynamique que je voudrais développer là à Centrifuge, sans avoir effectivement appris à mentir et accepter, adopter le mensonge comme un outil et non pas comme un péché. C'est impossible, parce que sinon on va être vraiment du côté de la manipulation, qui serait donc ça serait tout à fait contre-productif. Donc, je redis, au cas où vous l'ayez oublié, on ne sait jamais, la distinction que je fais entre les deux, je redis chaque fois que ça a pris 40 ans de ma vie pour ça, donc je le dis avec plaisir. Mentir, c'est dire quelque chose de faux, en sachant que c'est faux, pour entrer dans le désir de l'autre. On est à fond dans la séduction. Manipuler, c'est dire quelque chose de faux, en sachant que c'est faux, pour que l'autre entre dans mon désir. Et là, vous voyez, on est dans quelque chose qui n'est déjà plus complètement sain et respectueux. Chaque fois que nous passons de centrifuge à centripète, nous sommes en train de flirter gravement avec le triangle dramatique. Là, avec les trois portes, victime, sauveteur, persécuteur. Mais surtout, les trois choses sur lesquelles je veux revenir, c'est vraiment aussi le fruit de beaucoup d'observations sur les manipulations, et que je veux redire, c'est qu'il y aurait trois alertes pour nous permettre de réaliser que nous sommes non plus dans une relation respectueuse, mais déjà un pied au moins, sinon un orteil, dans une relation de manipulation. C'est lorsque l'autre, je le veux comme moi, je vais y revenir, soit l'autre, effectivement, il est comme un objet pour moi, soit l'autre n'est rien. Ce sont les trois. Comme moi, comme objet, comme rien. Alors, les trois mots qui vont avec ces choses pour l'illustrer un petit peu, quand nous parlons de vouloir convaincre, de vouloir persuader quelqu'un, soit d'acheter si je suis vendeur, soit de manger si je suis une maman, eh bien, chaque fois que nous insistons pour que l'autre goûte, mange, avale, achète, etc., c'est, vous voyez bien, le ver dans le fruit, c'est que je voudrais qu'il ait les mêmes goûts que moi, qu'il ait les mêmes envies que moi, qu'il ait le même appétit que moi, qu'il ait la même relation au monde que moi. Donc c'est vouloir que l'autre soit comme moi, le motiver, vouloir qu'il aime les maths, vouloir qu'il aime Xavier Dolan ou d'autres choses comme ça. Mais vouloir pour l'autre. Oui. C'est peut-être un peu tôt, mais quand je suis dans ce comportement, parce que là j'entends pour l'autre, mais je me dis non, c'est moi je suis dans ce comportement-là. Oui. Et que c'est juste mon cadre de référence. Oui. Comment sortir de ça? Bah, déjà en avoir conscience. Et ça, parce que, enfin quand je dis avoir conscience, c'est un peu une erreur, parce que ce débat-là, il ne vient pas de ma tête. Il vient de cette sensibilité que je peux avoir aiguisée, augmentée, et ça se passe ici, du malaise. Je ne suis plus dans mon axe, et je suis plus... par exemple, je sais qu'à ce moment-là, pour moi, je ne regarde plus la personne dans les yeux. Il y a bien quelque chose là où je ne suis plus dans cette expérience d'altérité, l'autre est autre, et j'ai à reconnaître que l'autre est autre. Et que moi, j'ai à faire le deuil, qu'il pense comme moi, qu'il frime comme moi, qu'il vote comme moi, qu'il mange des fraises comme moi, etc. C'est ça. Mais tu vois que c'est parce que ça me fait non à l'intérieur, encore une fois. C'est pas parce que j'ai entendu une conférence. La conférence, elle peut juste me donner la permission d'être encore plus attentive à ce qui se passe pour moi en réalité dans cette relation. De cette capacité d'intimité. Alors évidemment, c'est toute la réflexion autour du métier de vente. À quel moment est-ce que je suis, moi, en train de motiver l'autre
pour qu'il fasse comme moi je voudrais. Ah, merci de dire ça, parce que moi je sens le malaise si l'autre rentre pas dans mon désir. Bah, bien alors, sûr. L'inverse. Bah, mais on est dans la même chose. C'est en miroir. Bien sûr que le malaise, il est double. Il est après, et c'est seulement... Bah, il est après. La conscience vient après. Oui. Mais le malaise, il est immédiat. Alors, bien sûr, j'aime bien prendre l'exemple de l'alimentation, que ce soit pour les enfants ou pour nous adultes au restaurant. Il y a cette pression que vous prouvez. Mais c'est valable tout le temps. C'est dans tous les registres, il y a, évidemment, parce que nous avons les modèles aussi en nous, il y a ce désir que l'autre pense comme nous, fasse comme nous, etc. Et pourquoi pas? Mais ça s'aggrave ou ça se gâte lorsque nous ne supportons pas que l'autre ne soit pas comme nous, ne fasse pas comme nous, ne pense pas comme nous, n'aime pas les mêmes choses. Parce que pourquoi pas vouloir ça? Mais la séduction, elle pourrait être vouloir, évidemment, partager du même ou du différent, mais là où ça va devenir centripète, c'est lorsque je me sens me raidir parce que l'autre n'accepte pas ce que je lui dis, ne pense pas comme moi, ne comprend pas ce que je lui dis. Mais je vais revenir avec les mauvaises herbes du jardin. Voilà, donc ça c'est vouloir l'autre comme moi. C'est plus confortable, c'est moins périlleux, il y a moins de deuil à faire, etc. Ensuite, quand l'autre est objet, donc là aussi je suis dans du centripète, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai un intérêt. Il va être objet de gratification, il va être objet d'instrumentalisation, il va être objet de fierté, il va être objet de règlement de compte. Vous voyez, tout ça, règlement de compte, ça sera plutôt pour le troisième. Mais l'autre, il est tout à coup, il perd sa nature de sujet et j'en fais un objet, je le prends en otage dans mon histoire. Parce que j'y ai un intérêt. Et le troisième, l'autre n'est rien. C'est ce que nous voyons évidemment dans certaines éducations, dans certains comportements, enfin, mais aussi, je veux dire, il n'y a pas que pour les enfants, mais pour tout le monde, et notamment, nous voyons ça aussi par rapport aux personnes âgées. C'est quand l'autre est rien, et qu'à ce moment-là, je me rassure de quelque chose en prenant du pouvoir, et aussi en réglant des comptes. Hein. C'est imposer à l'autre quelque chose que j'ai moi-même vécu, et donc ce serait rien. Si moi, je me suis sentie ne pas exister, je vais avoir du mal à laisser les autres exister et à en être gênée quelquefois. Voilà. Donc ça, pour moi, ce sont les trois alertes, et bien sûr nous avons des sensibilités différentes en fonction de notre histoire et tout ça, mais à nous d'avoir cette vigilance-là. Alors, je pense... Oui. Est-ce que vous pourrez donner un exemple sur le troisième, sur l'aspect l'autre et rien? Oui, c'est quand ça peut être la violence physique sur un enfant. Hein, c'est la décharge physique sur un enfant, ou c'est la privation à imposer à un enfant, comme s'il n'existait pas. Et que là aussi, donc c'est un degré supérieur du deuxième, c'est lorsqu'il n'existe pas pour moi et qu'il me gêne et que je n'ai pas envie effectivement de m'investir dans quelque chose de cette relation avec lui et que je peux le faire taire, l'enfermer dans sa chambre, le priver d'eux, enfin toutes ces situations d'abandon du côté de la violence. L'autre n'est rien pour moi. Je ne le prends pas en considération. Dans le deuxième, donc avec l'autre est objet, je le prends aussi en considération comme objet. Pas comme sujet, mais comme objet. Donc il peut aussi se sentir exister, à condition de me rendre service, de me permettre. Si j'ai des bonnes notes, je vais être prise en considération. Mais dans le troisième, c'est plus rien du tout. Je n'existe pas. On ne répond pas à mes questions. Mes besoins ne sont pas pris en compte, etc., etc. Donc il y a vraiment un degré extrême là de violence, de déni de l'existence tout court. On voit ça dans les enfants, placards et toutes ces choses-là, hein, qui sont gommés, etc. Alors, toujours par rapport à cette dérive du côté de la séduction, je reviens aux quatre types, aux quatre profils, comme j'aime dire, les quatre profils qui sont chaque fois une illustration d'un besoin différent, et nous nous débrouillons pour ça. Le premier, c'est le charmeur, hein, le séducteur centripète. Un charmeur, ça, il a besoin d'être aimé, donc il va être dans une forme de jeu psychologique, mais ça peut être aussi le vendeur, ça peut être n'importe qui, enfin, et nous bien sûr. Besoin d'être aimé.
Le culpabilisateur, ça on va le voir moins dans les boutiques, dans la vente, etc., qu'en famille. Culpabilisateur, c'est la mère juive ou c'est le besoin de réciprocité. C'est-à-dire que ça part de notre besoin à partir du moment où nous nous sentons redevables, de payer notre dette. C'est-à-dire qu'on va jouer là-dessus. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, on est du côté de la culpabilisation, donc de la manipulation, de faire croire à l'autre, effectivement, qu'il est en dette sous prétexte que j'ai fait quelque chose pour lui. Donc, besoin de rendre, voilà, besoin de faire croire à l'autre qu'il a à nous rendre et à se mettre à jour. Le troisième profil, c'est celui que j'appelle charismatique. C'est celui donc, qui part d'un besoin d'admirer. Donc certains chefs, certains maîtres peuvent abuser parce que nous avons tous besoin d'admirer et ça peut être effectivement quelque chose aussi d'une manipulation organisée. Donc là, ça serait le besoin d'être admiré pour les charismatiques. Oui, mais aussi d'admirer. Ça part de notre besoin d'admirer. Et ben, moi, je pense que ce qui a été révélé là sur les abus sur les adultes, religieux ou pas, ça venait de ça. C'était ces personnes avaient besoin d'admirer. Oui. Et que ce besoin d'admirer primait sur le discernement ou sur la jugeote. Et que ça, c'est très fort aussi. C'est ce que nous avons quelquefois vécu peut-être avec des professeurs qui n'étaient pas forcément dans la bientraitance, mais que d'abord, nous avions besoin de les admirer parce que c'était eux, et qu'il pouvait y avoir un discours aussi qui nous invitait à valider quelque chose de cette prestance, de ce charisme, au risque effectivement de nier aussi la violence dont ça pouvait être assorti. Et puis, quatrième, et c'est pas le moindre, et c'est celui aussi qui nous trouble beaucoup, tous, autant que nous sommes, c'est celui donc du castrateur qui s'appuie sur le besoin d'obéir. Ça sera donc le patron de l'hôpital qui impose des choses, ça sera toutes ces personnes qui, sous prétexte d'un titre, d'une réputation, d'une expertise, effectivement, imposent quelque chose. Là, c'était aussi de l'admiration. Mais je veux dire simplement que nous pouvons nous prendre en flag d'avoir accepté de faire des choses parce qu'on nous les demandait, tout simplement. On peut en arriver, bien sûr, au syndrome de Stockholm, mais là, c'est un peu avant le syndrome de Stockholm, c'est juste voir que parce qu'on nous a adressé à obéir, nous continuons effectivement à jouer cette carte, et qu'on peut jouer cette carte avec nous, comme si nous avions à nous soumettre absolument à ce moment-là, à ne plus faire preuve de discernement, et juste parce que quelqu'un nous ordonne quelque chose, obéir, comme on nous a imposé de le faire quand nous avions 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu peux rappeler ce que c'est que le syndrome de Stockholm, s'il te plaît? Oui, c'est une forme de connivence avec le bourreau. Bon, ça a été développé notamment avec le baron d'Empin et toutes ces choses, mais c'est une chose intéressante. Alors, voilà pour les 4 profils qui nous permettent aussi, pas seulement de mettre le spot sur ces profils, mais nous, hein, c'est en nous, quelle est notre principale vulnérabilité? C'est de ne jamais être redevable, est-ce que c'est d'admirer, d'obéir? Oui, c'est qu'est-ce qui vient, effectivement, altérer notre puissance personnelle? Qu'est-ce qui vient nous faire abandonner notre capacité de nous affirmer et de dire non, hein, c'est ça. Mais ça sera différent pour chacun de nous. Alors ensuite, je passe à quelque chose que j'avais surtout beaucoup développé dans le premier livre, que je vais retrouver là. C'est ce que j'appelais les mauvaises herbes du jardin. Donc là, cette zone, il y a des mauvaises herbes. J'en ai distingué 15, que je développe dans le livre rose aussi. Mais là, je vais juste les redonner. Je ne vais pas trop m'apesantir. Mais c'est juste pour, encore une fois, mettre des mots sur ces choses qui nous font nous sentir pas confortables, pas respectés ou pas respectueux. Et alors, que ce sont des concepts qui sont valorisés, défendus, célébrés dans notre culture. J'en veux pour preuve, les premiers que je vais donner, les premières mauvaises herbes, c'est expliquer. Chaque fois que j'assiste pour expliquer et pour être comprise, il y a quelque chose qui peut être un début de mauvaise herbe. Justifier. Comprendre ou faire comprendre, ce qui revient à même que expliquer, mais comprendre et faire comprendre. Est-ce que vous voyez déjà la porte ouverte à 2 battants sur la dépendance à l'autre? Parce que si je veux absolument que vous compreniez, je vais rester là
évidemment, et je vais faire disparaître la personne que vous êtes derrière ma compulsion à vouloir vous faire comprendre, ou à me justifier, ou à expliquer. Est-ce que vous l'entendez bien, ça? C'est surtout en termes de dépendance. Je crée une dépendance, j'entretiens une dépendance chaque fois que je donne priorité à ce projet, comprendre, expliquer, justifier, au lieu d'être dans la relation, avec l'acceptation, peut-être que vous n'ayez pas le même cadre de référence que moi, ou que ça ne vous parle pas, ou etc., etc. Un autre mot, que j'explique beaucoup aussi dans d'autres lieux, qui est celui de motiver. Vous vous souvenez que la seule personne que je peux motiver, c'est moi-même. Hein. Motiver, je peux embarquer, entraîner, voilà. Mais motiver est quelque chose qui signe que je supporte mal que l'autre ne soit pas dans le même désir que moi. Et je voudrais lui faire acheter mon propre désir. Et la différence entre motiver et embarquer, Aliette? Vous faites quoi la différence? Ben, embarquer, c'est que moi je m'occupe de moi et qui même me suivent. Ah d'accord. Alors que motiver, je vais être centrée sur la personne et que je vais être dans cette attente qu'elle bouge. D'accord, ok. Alors qu'embarquer, eh ben, tant mieux si ça embarque, mais je ne serai pas dans cette dépendance, évidemment, à un contrat de résultat. Je suis dans un contrat de moyens avec embarquer. Pour motiver, je suis dans un contrat de résultat. Consoler, dont je parle beaucoup ici, hein, consoler, dont j'aime bien dire, c'est vouloir peu ou prou éteindre l'incendie chez vous pour éviter qu'il me gagne. C'est vouloir la paix, vouloir la tranquillité, vouloir que vos larmes se soient séchées au lieu d'être là dans une qualité de présence pour vous permettre de pleurer autant que vous en avez besoin. Convaincre, même chose que expliquer, justifier. Les deux qui sont jumelés, évidemment, c'est fierté et déception. C'est pour ça que j'ai introduit à ce moment-là le concept de admirer. Je peux dire à quelqu'un que j'admire ce qu'il fait, ce qu'il dit, mais jamais de dire je suis fière. La seule personne dont je puisse être fière, c'est moi. Voilà. Un autre enjeu là, de mauvaise herbe, c'est le racket enfin, c'est la volonté de rester insatisfait pour aussi entretenir la dépendance. Tant que je ne suis pas satisfaite, l'autre va être évidemment être dans l'effort de faire en sorte, d'une mission impossible peut-être, mais il ne le sait pas encore, de me voir satisfait. Reprocher évidemment, reprocher. Obéir et faire obéir sur la même ligne, au lieu de faire respecter la loi, etc. Avoir des attentes, qui peut être la mère de toutes les mauvaises herbes, là, menacer, intimider, faire du chantage, sur la même ligne. Intimider, menacer, faire du chantage. Une autre chose aussi, c'est alterner le chaud et le froid, hein, ce qui va créer aussi une forme d'intimidation, mais c'est aussi une façon de manipuler. Et puis je termine avec le 15e, qui serait faire des attributions. Toi qui? Toi qui sais, toi qui peux, toi qui es intelligent, etc. Voilà. Petit rappel, donc sans les développer, mais vous trouverez dans d'autres lieux des illustrations pour chacune de ces mauvaises herbes. Je trouve pas évident, c'est de ne pas avoir d'attente et être quand même dans un désir. Et finalement, dans ce sujet-là, on est aussi là-dedans. C'est ce que je dis, c'est contrat de moyen, contrat de résultat. Faire des demandes, embarquer, tout ça, oui, nous sommes dans cette, portés par cette énergie du désir, du souhait de changer quelque chose, etc. Avoir des attentes, ça se retourne, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça exprime que je ne suis plus déjà dans une dynamique d'altérité, de reconnaître que l'autre est autre et qu'il peut faire différemment. Je suis déjà dans une pression, peu ou prou, visible ou subtile, pour que l'autre rentre dans ce que je pense être le mieux. Oui. Ce que j'entends, c'est me centrer sur l'énergie plutôt que sur le résultat. Voilà, c'est pour ça contrat de moyen, contrat de résultat. Voilà, sur le mouvement du projet, sur l'élan du projet. Et être capable de faire le deuil que ça n'a pas marché pour tout le monde, que ça n'a pas marché pour personne, ou que je reste toute seule, effectivement dans l'élan. Voilà, mais encore une fois, bien sûr, c'est le mot deuil. Les deux mots que je n'ai pas suffisamment exprimés, c'est que dans la partie supérieure, on va être dans la conquête,
Alors que ici, on va être dans la conservation, dans la partie inférieure. C'est ce que j'ai déjà vu dans plusieurs des conférences, mais la prise de risque dont je parle, le prix à payer, c'est être dans cette initiative du nouveau, de l'imparfait, de l'inconnu surtout. Alors que toutes ces mauvaises herbes, tout ce que je viens de dire, notamment avec la dépendance, on est du côté, donc bien sûr disait centripète, mais de la conservation. Il faut que ça reste tout pareil. On est dans la peur du changement, si je parlais de la peur de la mort, etc. Alors, il y a un truc que j'ai entendu, que je me dis que j'ai complètement confondu, c'est justement le contrat de résultat et le contrat de moyen. Et que, je n'ai pas encore envoyé ma question, mais dans le contrat de résultat, je vois la dépendance. Parce que du coup, dès que l'autre il embarquait pas, je me dis mais c'est nul, enfin bon, je plantais vraiment le truc. Mais partout il est question de dépendance, là. Mais dans le car là on a alliance, là on a dépendance à tous les centimètres. Et alors peut-être ma question c'est plus autour du contrat de moyen, quand tu tentes d'embarquer. Parce que tu dis souvent, je peux faire référence, c'est par rapport à l'énergie qu'il y a entre deux personnes. Et comment est-ce que si la personne, elle embarque pas, comment par rapport à cette énergie dont tu parles, comment être du côté de voir l'énergie, qu'est-ce que ça peut apporter, même si la personne elle embarque pas, plutôt que de voir le côté où il se passe rien. Mais il va rien se passer peut-être pour toi, mais moi ça ne va pas m'empêcher d'être dans le mouvement. Et d'être dans la gourmandise. J'ai à faire le deuil de cette dépendance. C'est comme si je faisais dépendre ma satisfaction de toi ou du résultat. Alors que ma satisfaction, elle va dépendre de ma capacité à rester en mouvement. Donc tu as raison aussi d'insister sur le mot dépendance. Partout, il y a cette menace. Mais encore une fois, cette menace de dépendance, elle est en permanence célébrée, validée, valorisée dans notre culture. La bonne mère, c'est celle qui est dépendante de ses enfants. Le bon conjoint, c'est celui effectivement qui est dans cette dépendance tout le temps, tout le temps. Et où est-ce que quand tu dis l'énergie, le mouvement, la gourmandise, l'élan. Où est-ce que tu le vois quand par exemple, si tu n'es pas dans un contrat de résultat, mais que tu proposes des choses et que l'autre, elle n'embarque pas. Oui, je te dis, je peux aussi respecter que tu ne veuilles pas embarquer. Oui, mais si c'est tout le temps, par exemple. Ah bah, je change de partenaire. Ah, d'accord. Bah oui. Oui, pardonne-moi, mais bon. Sinon, ce serait comme vouloir forcer une porte qui ne veut pas que la personne ne veut pas ouvrir. Là, au bout d'un moment, je peux m'interroger, est-ce que je serais dans ce scénario, effectivement, de fait et fort. Non, je vois pas la différence entre... Du coup, je me dis, ok, bah, tu changes de partenaire et je vois pas la différence avec le embarqué. Avec embarqué. T'as changé de partenaire, différence avec embarqué. Moi, je suis pas là. Je sais pas comment le dire. C'est-à-dire que peut-être que je suis dépendante à vouloir faire embarquer l'autre. Oui. Du contrat de résultat, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est comme si... Je peux te proposer, je peux te vendre quelque chose d'un projet formidable, mais après tu viens ou tu viens pas, mais j'ai pas non plus à me désespérer que tu ne veuilles pas venir, parce que ça voudrait dire que je signe à ce moment-là que je suis dépendante de ton choix. Et dans les couples, c'est la même chose. Je peux effectivement mettre beaucoup d'énergie et de séduction à vouloir embarquer l'autre, mais s'il ne veut pas embarquer, c'est là que je peux vérifier que je sois vraiment dans cette altérité avec l'autre, et pas cette dépendance. Et puis, si l'autre ne veut pas aller à l'opéra, je trouve quelqu'un d'autre pour aller à l'opéra, ou j'y vais toute seule. Mais je ne veux pas le persécuter. Je peux aussi faire le choix de changer de projet pour qu'il embarque absolument, plus. Absolument. Mais c'est moi, je suis seule à savoir. C'est ça. Je suis seule à savoir si je le fais dans du sacrifice. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà, faut pas être dans le changer de sacrifice. partenaire dans ce projet. Non, je peux ou changer de partenaire ou changer de projet. Ah oui. Et ce qui reste majeur, c'est est-ce que je suis dans la Est-ce que ça me convient? satisfaction Voilà, est-ce que ça me convient? ou est-ce que je suis dans la suradaptation? Est-ce que je m'adapte ou est-ce que je me suradapte? Est-ce que je vais garder un petit timbre cacadois contre cette personne dont j'ai accepté le projet un peu à contre-cœur ou à contre-corps? Non. Après, c'est toujours la responsabilité. Oui. Bon, je te vois un peu. Je te sens flotter.
Alors, ce que je voulais redire aussi, attendez, c'est pas, moi je regarde là, c'est bon. Oui, ce qui peut être une frustration, je repars de ton questionnement sur cette alliance, cette façon d'embarquer, que dans cette partie donc, de l'énergie, de l'ambition, ça veut dire que tous, ou chacun, va devoir supporter des explosions, des émotions, des contradictions, des ambivalences, toutes ces choses qui ne sont pas prisées. Et donc je peux aussi me sentir, moi, dans soit la résistance, avec moi-même d'ailleurs, soit dans le projet commun, me laisser peut-être contraindre ou refroidir parce que l'autre n'a pas forcément la même capacité à supporter tout ça. Quelque chose de diabolique aussi, quelque chose de tonique, quelque chose de surprenant. Et que c'est à chacun de nous, effectivement, de vérifier ce qu'il est capable ou non de supporter du côté de cette ambition qui est exigeante. Voilà, c'est une exigence. Mais c'est plutôt une exigence qu'un produit fini. Donc ça veut dire une aventure. Dans le voyage, est-ce que l'autre est capable effectivement de supporter l'inconfort, le froid, le chaud, les aléas, les contraintes, les inquiétudes, est-ce qu'il est capable ou pas? Si ce n'est pas le cas, si moi je sens que je ne suis pas capable, je ne vais pas embarquer, quelle que soit la séduction posée. Mais c'est moi qui prends la responsabilité d'avoir repéré là où ça me fait non. Tu as dit une exigence plus qu'une... Un produit, plus qu'un résultat. L'autre mot que je n'ai pas dit aussi, c'est notre capacité, pour reprendre un mot de Gérard Garouste, de vivre l'intranquillité. C'est-à-dire le stress. C'est dans le titre de son livre. Portrait d'un intranquille. Donc les deux pôles pour moi, je vais juste terminer ma phrase, que les deux pôles ce serait soit du côté de l'intranquillité jusqu'à quelquefois un chaos ou quelque chose qui peut être très dérangeant pour les autres, mais qu'il y a des gens qui sont vraiment capables de le vivre, ou bien le poison inverse dont je parlais en introduction, ce serait l'indifférence. Nous avons évidemment à pouvoir jongler avec les deux. Sylvie, je vous écoute. Voir, faire attention à ce que l'autre est capable de supporter. Je pensais que chacun était responsable Bien sûr. de dire. Bien et sûr. Nous, est-ce qu'on peut... Non, mais je peux aussi avoir un peu de jugeote. Je peux faire attention, mais quelquefois, ça se voit pas. Enfin, si l'autre ne le dit pas... Non, mais ça s'apprend. D'accord. D'abord, je vais m'occuper de moi et de ma capacité à supporter ou pas. J'ai déjà suffisamment à faire avec ça. Mais mieux je serai aussi dans cette... ce repérage, pour moi, meilleures seront mes antennes pour aussi soit aider l'autre à repérer aussi, soit moi pour anticiper que c'est quelque chose dans lequel je ne vais pas l'embarquer, sous peine de saboter le projet. C'est valable sur tout ça. Là, je parlais d'une aventure de voyage parce que c'est plus facile à visualiser, mais pour n'importe quoi, pour la création d'une société, d'une équipe, d'un club sportif, d'une n'importe quoi. Oui, tout d'un coup, je vois une autre lecture, c'est-à-dire que je vois que pour toi, ce qui est important, c'est le projet. Oui, d'être, pas l'objet du projet, d'être en projet. D'être en mouvement dans ton projet. C'est pas l'objet du projet, c'est le prétexte, l'objet du projet. Ouais. Mais c'est bien pour ça que, quand on parle de créer quelque chose, je peux créer une association à partir de l'objet d'un projet, quelque chose qui me tient à cœur, d'une réparation, etc. Mais surtout, je peux partir d'une équipe de gens avec lesquels j'ai envie de créer quelque chose. L'idéal, c'est quand les deux se rencontrent. Mais c'est avec des personnes aussi que j'ai envie d'être dans la création de quelque chose. Parce qu'il y a une rencontre, peut-être un déclencheur. Oui. Mais ça peut être aussi l'objet d'un projet. Mais méfions-nous de cet objet qui pourrait à ce moment-là nous faire oublier l'essentiel, c'est-à-dire le feu, le mouvement, cette énergie. Et même, je dirais, que ce qui est caractéristique du côté de l'ambition, et ça je l'ai vu quand on travaillait sur T.B. Keller, c'est les personnes qui sont plus à l'aise dans cette zone, ce sont celles pour lesquelles il est assez spontané et naturel de savoir leurs priorités.
Ce sont des personnes qui spontanément savent faire une pyramide et qui savent mettre en haut de la pyramide ce qui est prioritaire. Il y a des personnes qui ne savent pas, mais j'ai mis très longtemps effectivement à repérer que ce n'était pas équivalent pour tout le monde. Et celle qui est du côté effectivement de l'ambition, elle a intérêt à savoir spontanément, elle ne va pas le dire dans sa tête, mais elle va savoir trouver, notamment dans l'urgence, des décisions à prendre ou des priorités, ou des actions à choisir, quelle est la priorité. Ça, c'est ce que je m'étais... la première fois où j'avais senti ça, ça n'a rien à voir avec la réflexion partagée ce soir, c'était quand on est en salle d'op. Et bien, je vois, effectivement, en salle d'op, il y a des gens qui sont tout de suite dans les priorités, qui sont capables de voir. C'est le capitaine du bateau qui va savoir aussi. Il n'y a pas ce temps de latence pour faire tout remonter dans sa tête. Et non, c'est pas ça, ça se travaille ici, c'est l'instinct. Et c'est accepter aussi de se tromper et accepter de perdre. Parce que la priorité, ça veut dire aussi qu'il y a des choses que je vais laisser de côté. Ah oui, c'est ça, on trace la ligne droite. Donc, pour moi, cette ambition, ça veut dire, elle part de quelque chose, d'une urgence intime. Il y a quelque chose que je veux absolument sentir, me faire sentir et transformer en moteur pour ma vie. Donc, encore une fois, ce n'est pas que de l'ordre de la réparation, c'est de l'ordre de transformer ça donc, en feu sacré, pour aller brûler d'autres choses, pas simplement pour cicatriser la plaie. C'est donc transformer une urgence intime, privée, en feu sacré, en énergie, en projet, en avenir. C'est donc, des mots que je n'ai pas encore dit, c'est, si j'ai dit indifférence, mais c'est le contraire de la résignation, ça je l'ai déjà dit, mais du fade, du tiède, du médiocre, du connu, du quantitatif, de la pensée positive, allez, un petit truc étranglé, ça, de ce qu'on appelle aussi dans les livres le coaching californien, tout va bien aller, non c'est pas vrai, en plus c'est une menterie. Et autre chose que j'ai découvert dans un livre qui m'a intéressée, c'est que cette ambition, elle n'est pas que action réussie ou ratée, elle est aussi, et ça je reviens à Paul Ricoeur évidemment, elle est aussi la narration qui en est faite. C'est pour ça que nous sommes séduits par l'histoire des héros, par les témoignages, par les récits, les légendes, les contes, parce que toute cette émulation, toute cette aventure, elle est narrée, elle est mise en mots, elle est médiatisée, elle est donnée à partager. Donc il n'y a pas, c'est pas solo, tout moi, tout seul comme ça, mais c'est être ensuite capable d'assumer le récit qui est fait de cette aventure-là. Hein, c'est Tabarly qui raconte, c'est tous ces sportifs qui écrivent leur mémoire ou qui la font écrire, enfin, leur aventure. Alors bien sûr il y a un côté un peu kitsch peut-être, un peu trop média. Il n'empêche qu'à la fois pour eux c'est sans doute important et pour nous aussi d'avoir ces témoignages, de savoir comment ils se sont débrouillés pour garder le feu sacré, pour surmonter les aléas, pour surmonter les rivalités et les mauvais coups, etc., etc. Donc chaque fois, il y a bien sûr les talents, le sens de l'entreprise, mais aussi le regard, pas forcément présent, mais ultérieur, futur, sur ce qui s'est passé. Donc ce qui est important là aussi, c'est de bien distinguer la passion qui est comme du carburant, cette urgence intime qui est vraiment personnelle et qui est l'amorce, et l'ambition qui est toutes ces choses que nous allons mettre en place pour rester dans ce mouvement de la vie. Et chaque fois que nous allons perdre de l'autocritique, chaque fois que nous allons rester plus dans quelque chose d'institutionnel que dans quelque chose d'innovateur, eh bien, ça sera à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, à l'échelle aussi étatique, quelque chose qui va perdre, qui va être centripète. On va arriver effectivement à ce froid
Chaque fois qu'on introduit trop d'ordre dans ce désordre de l'ambition, on va basculer, on va passer cette frontière entre centrifuge et centripète. Encore une fois, à l'échelle collective ou individuelle. C'est chaque fois que nous refusons d'être bousculés, remis en question, chaque fois que nous arrêtons d'accueillir les occasions de sortir de notre zone de confort. Encore une fois, ce mot calamiteux. Chaque fois que nous privilégions le confort du connu, du familier, au lieu d'être du côté de faire reculer ses limites, nous sommes dans du centripète. Alors, autre chose. Oui, un mot aussi du côté du centripète, du côté de l'ambition. Quand l'ambition n'est plus ce terme que je tente d'explorer avec vous ce soir, mais ça deviendrait soit de la cupidité, une sorte d'intérêt perso, soit quelque chose qui serait la gloire. Vous voyez bien, on revient à quelque chose de centré sur soi, de perso, au lieu, alors que l'ambition, encore une fois, elle n'est pas tournée vers moi, elle est tournée vers, ou alors si elle est tournée vers moi, elle est pour moi en mouvement, capable d'embarquer. Alors je reprends aussi, donc ouverture vers tous les champs des possibles. Donc, ni la morale, ni le bonheur, ni la psychologie dont je parlais tout à l'heure, qui viserait finalement à faire des choses raisonnables, alors que le salut de l'ambition et de toute cette capacité à changer du froid au chaud passe par de l'instinct, de l'intuition, des rêves, des torrents d'émotions, des contradictions encore une fois. Et un mot que je n'ai pas dit encore, et qui me revient, que sur cette frontière-là, là, du côté de l'ambition, il y a un mot qui est celui de l'obsession. Il y a des gens, effectivement, qui sont dans une ambition positive, qui commencent à être, pour nous, de l'extérieur, dans de l'obsession. Ils reviennent, ils retournent, et ils organisent aussi leur vie autour de cette ambition, au risque, effectivement, que le reste disparaisse, et nous pourrions, à tort ou à raison, peut-être à raison aussi, évidemment, les qualifier d'obsessionnels. Et je pense aussi aux différents types de personnalités, c'est pas pour rien. Hein. Les types obsessionnels sont des personnes, effectivement, qui le plus souvent sont, effectivement, avant d'être dans la pathologie et de la névrose grave, sont dans cette insistance, vous voyez, ce retour à ce que l'on veut, cette volonté, cette détermination. Donc, il y a le côté positif, hein, de ce côté déterminé, et puis bien sûr, il y a la névrose dont je parlais là. Oui, bien sûr. Je pense à lancer une entreprise par exemple, ou lancer une boîte. Je me dis quelle place aussi à la juste prudence dans cette ambition. Dans le sens, on peut se dire on lance son projet, mais ça peut être comment dire, sans les moyens, quoi. Je veux dire, ça devient inconscient. Parce qu'à ce moment-là, ce que j'entends peut-être à tort, c'est que quand tu parles de lancer une entreprise, tu mets le spot sur entreprise et pas sur lancer. Ouais. Et là, de nouveau, tu serais soucieuse, et pourquoi pas, tu peux demander à ton comptable, à ton conseil, etc., lui, de s'occuper de la viabilité ou de la faisabilité de ton projet, alors que ce soir, moi, je parle de ce qui va te faire réveiller matin et oser poser des questions, voir ton comptable, voir ton financier, voir je sais pas quoi, ton assureur. Hein. Mais c'est l'énergie. C'est toi, à ce moment-là, que je mets sous le spot. C'est est-ce que tes yeux brillent? Est-ce que tu as les bons contacts? Est-ce que tu vas oser frapper aux portes, aux bonnes portes, remettre en question, prendre le temps dont tu as besoin, mais ne pas non plus écouter trop de conseils du côté de patience, mais être au contraire animé par de l'impatience, qui est quand même bon signe, toujours. Mais c'est pas loin de ce que je dis pour la relation amoureuse, tu vois. Est-ce que quand une copine, un enfant me parle d'une rencontre amoureuse, est-ce que je fais cette chose criminelle de regarder l'amoureux, ou est-ce que je regarde la personne qui me dit ça y est, là je suis amoureux? Est-ce que ses yeux pétillent, quel que soit l'amoureux? Tu vois, c'est la même chose. Quand j'ai un projet, qu'est-ce qui me met
dans cette ambition-là de vie? Qu'est-ce qui me fait finalement mettre plus d'intensité dans ma vie, quelle que soit la faisabilité de ton projet? Oh, je sens une résistance de ton côté. Avec ton front plissé et tes yeux. Non, non, c'est lumineux, au contraire. Ah bon? Je dis au contraire que d'avoir entendu des jugements, des critiques sur l'objet peut flinguer l'élan de désir. Et en fait, Bah oui, c'est tellement lumineux. Moi, je me dis, je vois la source de. Mais pour toutes les choses importantes de notre vie, vivre en couple, avoir des enfants, créer des choses, chaque fois que ça a du sens et de la valeur, c'est-à-dire ce sont des choses qui compteront alors notre mort, où on s'en souviendra en faisant le bilan, et bien ces choses-là, effectivement, supposent que nous ayons cette discipline de ne pas regarder l'objet et d'entrer en contact avec nous, avec ce que ça mobilise comme énergie. C'est à ce moment-là de devenir acteur et pas spectateur. Si tu regardes ton entreprise, tu vas devenir spectatrice. Tu vois? Laisse d'autres être spectateurs, mais toi, reste actrice de ce projet. Et ça me faisait penser aussi à mon chouchou des scénarios perdants, etc., à ce que j'ai mis dans le livre vert sur un scénario non perdant. C'est exactement à l'opposé de cette ambition. Non perdant, c'est celui qui regarde à la télévision les sportifs, les politiques, etc., mais qui, lui, effectivement, ne va pas se lancer, ne va pas prendre de risque. Il va être spectateur de la vie des autres, mais au risque, effectivement, de rester, encore une fois, dans son fauteuil, de ne pas se lever, de ne pas participer, de ne pas prendre de risques, de ne pas s'inscrire, de ne pas proposer, évidemment, du temps, de la disponibilité ou des compétences. Voilà. C'est vraiment le scénario non perdant. Alors, ce que je n'ai pas redit suffisamment, à part le mot paresse, bon, vous savez, paresse, passivité, et tout ça, c'est que, c'est bien sûr pour moi évident, mais c'est aussi très injuste, c'est que cette ambition dont je parle pour nous, créateurs d'entreprise, fondateurs d'une famille, etc., ça va être beaucoup marqué par notre propre histoire archaïque. C'est-à-dire quels sont les modèles que nous avons eus, mais surtout comment avons-nous été pendant les 2 premières années de notre vie accompagnés dans nos initiatives, dans nos prises de risques, que ce soit marcher, tenir une cuillère, etc. Est-ce que c'était du côté de la disqualification? Est-ce que c'était du côté de l'encouragement? Est-ce que nous étions un peu condamnés à réussir, ou est-ce que nous étions invités à tester, à expérimenter? Et tout ça, bien sûr, dont nous n'avons pas le souvenir conscient, ça reste là comme structurant pour nos prises de risque aujourd'hui. Qu'en était-il aussi? Alors ça, c'était pour l'énergie de l'ambition, mais du côté de la séduction, c'est qu'est-ce qui se passait dans cette relation intime avec maman, échange de tendresse, capacité de rire, ou est-ce qu'au contraire, il y avait quelque chose qui était froid? Voilà. Est-ce que c'était du froid? Est-ce que c'était du chaud? Est-ce que avec nos parents, au fur et à mesure que nous grandissions, est-ce que nos parents restaient avec des dictates, est-ce qu'ils étaient pourvoyeurs de principes, de valeurs, etc., supposés être meilleurs pour nous que ce que nous élaborions? Est-ce que c'était de est-ce que c'était de l'interaction, ou est-ce que nous restions pour eux, pour l'éternité, des enfants qui avions à écouter les conseils et les principes, Ou est-ce qu'il y avait déjà un espace pour la conquête de ce cadre de référence, de ces valeurs, de toutes ces idées-là? Est-ce que nous avions le droit de penser différemment, de sentir différemment, de lire différemment, etc., de partir à la conquête différemment? Alors, ce que je n'ai pas pensé à dire aussi, c'est que, toujours par rapport à espace, temps et énergie, dans l'ambition, on a d'abord, effectivement, à structurer l'espace de notre cadre de référence et du monde à conquérir. Du côté de la séduction, puisque je parlais de faire attendre et savoir faire attendre, on est du côté du temps, de la temporalité, et que c'est la conjugaison des deux qui va être, effectivement, source de cette énergie que je nous souhaite, de cette énergie de colorer la vie, de réchauffer la vie, et surtout d'être du côté de la satisfaction de ce que nous entreprenons, même si nous échouons. C'est ça. C'est la combinaison de... Oui, là on va être dans de l'espace à conquérir, là de la temporalité à apprivoiser, et la combinaison des deux va nous permettre effectivement d'être dans ce mouvement de la vie
et cette intensité de la vie qui m'importe. D'où les mots que j'ai mis sur mon tableau à droite, avec bien sûr ce que j'aurais pu souligner, si je n'avais qu'un seul, et que je dirai tout à l'heure, c'est celui de présence à moi, présence à mes projets, présence à cette actualité, mais présence aussi à quelque chose de l'extraordinaire dans ma vie, de l'imaginaire, du rêve, de ce que je voudrais voir plus grand. Hein, c'est ça l'ambition, c'est vouloir plus grand, c'est vouloir plus beau, c'est vouloir plus nourrissant. C'est le contraire donc d'une forme même atténuée de la résignation. Allez, contente-toi de ce que tu as. Écoute, pour le moment tu as un job et tu as une assurance d'avoir travail. Et puis tu auras des points retraite. Hein. Toutes ces choses qui nous tirent vers le bas, vers le centripète. J'entends qu'il rit. Hein. Voilà. Donc, du côté de cette présence-là, on a bien sûr puissance, mais on a aussi la foi, la fièvre, la fièvre que j'appelais tout à l'heure obsession. On a la faim aussi, F-A-I-M, hein, cet appétit, cette soif de quelque chose d'autre, et pas simplement de l'eau plate, mais de l'eau pétillante. Dans cette dynamique, il y a donc cette acceptation de relever des défis, hein, de se tromper, de faire des erreurs, avec toujours ce que j'ai mis plusieurs fois, encore une fois, je le redis, le désordre. Et ce que j'aime bien redire, je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure aussi, que toute cette éducation où nous avons eu des obligations, des impératifs, des interdictions, mais pourquoi pas, c'est pas le pire, mais des obligations, comment pouvons-nous nous en délivrer pour transformer tout ça, évidemment, en permission, en tremplin? Comment ça peut devenir, effectivement, des amorces de choses à dépasser, à conquérir, à transgresser. Enfin, j'ai bien remis le mot transgression ici, hein, qui est le contraire de ce mot obéir que nous avons cru obligatoire. Vous voyez bien que, encore, je vais avoir dans les 4 zones des vibrations. Est-ce que ce sont des vibrations qui viennent du désir réalisé ou imaginé, ou est-ce que ce sont les vibrations un peu pathologiques ou beaucoup du côté de la compulsion et de l'addiction, hein, encore une fois, mais vibrations au centre aussi de tout ce que nous organisons dans notre vie. Voilà, donc comment exister, comment me sentir exister et comment me faire exister aussi dans le social. Alors, il y a une chose que j'aime. Oui, quand j'ai parlé évidemment du passage de la séduction positive et génératrice d'énergie à cette séduction qui devient manipulation, les 2 mots que j'ai souvent déjà développés, je me donne la permission dans la séduction centrifuge de la transgression, du mensonge et de la délinquance, alors que dès que je fasse cette frontière horizontale, je vais dans la perversité. C'est ça la différence entre les deux. Fascination, bon, ça je l'ai dit. Oui, j'ai oublié de citer aussi quelqu'un qui a vraiment été pour moi à l'origine d'un radical changement de paradigme, c'est Albert Memmi, dans son livre qui est malheureusement épuisé, mais je peux le prêter, Appris les choses. Il y avait un méchant qui imposait une dépendance, et la pauvre personne qui était dépendante, et là ça revient, enfin ça brouille tout ça, et ça revient à quelque chose qui ressemble plutôt au triangle dramatique, où il y a évidemment les 2 partenaires de la dépendance et l'objet de la dépendance. Et ce que je trouvais intéressant. Et je trouve que... Je suis intéressée. Oui, d'accord. Memmi, M.E. des amis, il est sur mon site, hein, c'est un auteur que j'aime énormément. Et il faut arriver à avoir la même façon de penser que lui, parce que ça roule, mais je vois qu'il y a des personnes pour qui c'est un peu plus difficile. C'est un sociologue, donc il a une façon de... Mais son livre sur la dépendance, c'est juste génial, parce que tout à coup, nous sortons de cette lecture victimaire, ou avec de la victimisation du pauvre dépendant, alors que Albert Memmi le dit bien, différemment d'Éric Berne et de Claude Steiner évidemment, mais il le dit, ce sont tous les bénéfices de celui qui accepte d'être dépendant. Et donc il aurait du mal quelquefois à se débarrasser de tous ces bénéfices pour être dans quelque chose de plus responsable et de plus autonome.
Donc ça c'est producteur. Alors, je vais regarder ce que j'aurais. Après, je vais passer la soirée à penser à tout ce que j'aurais pas dit, mais je vais quand même faire un petit check-up. Oui, voilà, ça c'est. Les peurs, j'en ai parlé, soit peur de la mort, soit de peur de la vie, soit peur aussi de l'inconnu, hein, tout ça, ou peur du changement. Là, on retrouve bien hein, manquer, perdre, échanger, et que là encore, chacun de nous est chatouillé à l'endroit où il ne peut plus se donner vraiment trop facilement la permission de changer, avec tous les deuils que ça suppose. Donc, si je reviens à l'essentiel pour moi, j'ai mis 5 objectifs. Hein, je vais redire un peu les choses. Donc, cette adoption à fond de ces 2 cartes atouts que sont l'ambition et la séduction, ça nous permet de vivre plus intensément, de réchauffer notre vie, de la voir en couleur et pas seulement en noir et blanc. Ça permet d'éviter de rester au stade de la réparation, de passer à la transformation. Ça permet de faire de notre vie pas seulement une succession d'épisodes, mais de lui donner une cohérence avec ce que Paul Ricoeur appelle la narration. Et puis, ça nous permet, je vous le dis encore une fois, de passer des urgences, des obligations, des blessures de notre vie à la permission de créer quelque chose de nouveau. Et donc, encore une fois, dit François Giroud, de laisser notre empreinte au monde. Ce que je n'ai pas suffisamment dit là encore, j'aurais sinon des regrets toute la soirée, je n'ai pas assez dit que du côté, mais d'ailleurs partout, mais surtout du côté de l'ambition, il y a à faire le deuil de cette horreur absolue du driver fait effort. Celui qui est dans l'ambition, il renonce à faire des efforts, mais il accepte d'être dans la discipline. Il accepte effectivement de faire le deuil aussi que ce qu'il y a de mieux dans la vie, ce sont les vacances. Hein? À ce moment-là, il accepte effectivement de faire le deuil. Ça ne l'intéresse plus autant, évidemment, que de réaliser ce qu'il a à réaliser. Et l'autre chose aussi, je vais bien sûr le replacer, c'est qu'une des conditions pour être dans cette ambition tellement porteuse et tellement passionnante, c'est de faire le deuil du dû. Tant que je pense que les autres me doivent, tant que je pense que le social me doit, que l'institution me doit, etc., là, je ne suis pas susceptible d'embarquer et de prendre à bras-le-corps cet outil qu'est l'ambition. Est-ce que vous l'entendez, ça? Très bien. Parce que ça veut dire l'ambition égale, enfin je veux dire, condition de l'ambition, c'est responsabilité de ce que j'ai vécu, de ce que je vis aujourd'hui et de ce que je veux vivre demain. Donc c'est le contraire de la dépendance au système et à tout ça qui nous enferme et qui nous dissuade d'avoir de l'ambition, qui souhaite de nous que nous soyons des petits moutons obéissants. J'ai pas du tout compris, tu as dit de faire le deuil du fait effort. Oui, Bah oui. ah oui, ah oui. J'ai pas compris. Bah oui, c'est Parce que fait, justement, puisque contraire de discipline. Non, 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 ne me dis pas que tu as oublié ça. Non, je sais. Et, si j'entends fait effort, donc je me dis je vais faire des efforts. Oui. C'est stérile. Oui. Oh non, Il n'y a non, pas de mouvement non. dans fait effort. C'est Fait effort, c'est de la dépendance, c'est de l'échec, c'est... Faire effort, ça veut juste... Ah d'accord, c'est c'est pénible. Oh, mais tu vois le choc que j'ai pu avoir. Voilà. Discipline, là, Donc, j'ai entendu. voilà. Ouais, Le j'ai faire entendu. effort, c'est le contraire. T'as entendu? Je sais pas si Ça vient de toi. Si, c'est sûr. Là, le faire effort, on est là, on est dans le centripète, je fais des efforts, je me plains, et puis c'est pas comme je voulais, puis c'est à cause des autres, et puis je vais continuer à être faire des efforts pour l'autre. Alors, discipline pour moi, pour ce que je veux réaliser envers et contre tout. Donc, deuil du fait effort, deuil des vacances au pluriel, deuil du dû, et deuil, j'avais mis autre chose aussi. Est-ce que il y avait autre chose qui me plaisait? Ouais, oui, bien sûr. Non, j'avais autre chose que j'avais. Sauf quand on est ensemble. Deuil de dormir, évidemment. Là, je l'ai absorbé par un choix. Mais deuil de ces consignes. Ah, de m'aimer positivement. Voilà, voilà. M'aimer. Voilà. C'est ça, m'aimer. Deuil de ce qu'on nous vend comme des objectifs. Viens dormir alors que ce n'est qu'un outil.
C'est ce que j'explique à mon manager de vente. D'accord. Deuil des objectifs. Et du résultat, merci. Voilà, merci Julien. Bien sûr, deuil de la priorité donnée au résultat et donc place à fond pour l'énergie, le moyen, la route et tout ça. J'espère que vous avez bien noté le mot effervescence aussi. C'est important pour moi. Autre chose que j'avais noté, c'était... Ah mais oui, voilà, c'était le mot. Mais ça allait un petit peu avec ce que je viens de dire. Le deuil des privilèges. Qu'il soit sur tous les fronts. Ah oui, ça c'est plus Ça, vous soulignez. Tant que je suis dans vouloir conserver mes privilèges, quels qu'ils soient, je suis dans le refus de cette dynamique de l'ambition. Et que c'est un vrai sujet sur tous les fronts. Voilà. En plus, dans les privilèges, je remets le spot sur je et pas sur nous. Oui, puis ça emprisonne, Oui. de toute façon. Et bien sûr, à la place de tout ça, la place pour le doute, je n'ai pas encore dit ça suffisamment, le doute, au contraire de l'autosuffisance, etc. Bon, je ramasserai les copies, je verrai si tu as bien marqué, toi, fais effort barré. Ah oui, l'importance de la place du doute, en fait. Oui. Ce que j'ai pas peut-être suffisamment dit, c'est quelque chose dans cette ambition, c'est pas être sur une route plate, mais c'est de l'ascension, de la transformation, enfin quelque chose qui est plus grand, si j'ai dit plus grand. Hein, c'est que ça monte la route, que ce soit pas uniquement un chemin plat et goudronné. Moi, il y a quelque chose qui me surprend. Oui, C'est de... tant mieux. vous parlez de transformation, mais avant de réparation. Non, non, non. Est-ce que c'est linéaire? Enfin, Non, on peut non. dire se réparer et il y a la réparation et après il y a la... Non, ce que j'aime bien dire, c'est, je redis mon petit tableau, que après les aléas, enfin après les incidents de notre vie, il y a 5 options. Soit je dis, non, il ne s'est rien passé, tout va bien, bon, tout s'est bien passé pour moi. Soit il y a la répétition. Je reste loyale à mon histoire en refaisant les mêmes choses et en vivant les mêmes traumatismes. Ensuite, il y a réparer, sous une forme ou sous une autre. Malheureusement, quelquefois, on s'arrête là. Alors que je parle de transformer. Mais, c'est comme dans la boucle du deuil, là. Oui, mais il arrive aussi que des personnes soient dans cette ambition majuscule, sans avoir réparé, et ça s'appelle les résilients. C'est-à-dire que ils vont, évidemment, ils vont être peut-être dans le déni, etc., mais ils vont avoir pris une tangente pour être tout de suite dans cette gourmandise, cette exigence, oui, cette exigence et cette volonté que les choses soient meilleures et plus fortes et plus belles, etc. Mais ils n'auront pas été réparés. Et donc, juste, c'est savoir à ce moment-là qu'il y a une plus grande vulnérabilité parce qu'il n'y a pas eu ces cicatrisations, ce temps de réparation. Donc, on peut tout à fait passer à transformation, enfin, que j'appelle moins transformation à ce moment-là, mais il y a à cette ambition qui n'est pas celle de la transformation, qui est celle de la résilience. Ça m'importe beaucoup. Voilà, vous l'avez déjà entendu. Avec plus de fragilité. Oui, avec plus de vulnérabilité. Voilà. Mais avec cet équivalent de générosité, hein, de capacité d'altérité, de générosité, d'humour. C'est ce qu'on trouve beaucoup chez les résilients. Les résilients aussi sont une grande aptitude à transformer le négatif en positif, à être très bien entourés, à savoir repérer les personnes qui vont pouvoir faire équipe avec eux. Donc il y a toutes ces caractéristiques des personnes résilientes. Et qui sont aussi dans cette capacité à trouver les priorités. Mais j'y reviendrai une autre fois aussi. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, je vous demande à chacun, effectivement, de dire un mot. Discipline. Discipline. Compétition. Oui. Très bien, j'ai entendu. Ambition et séduction. Ambition et séduction, ça, vous ne donnez pas trop de mal. Hein. De reprendre le titre. Bah oui, mais je pense ça. Mais vous avez le droit, Sylvie, je n'ai pas fait de contrat. Élan vital. Élan vital. Chaleur. Chaleur. Désir
et transformation. Désir et transformation. Bien, actrice et les autres spectateurs. Pas mal. Un mouvement et vie. Mouvement et vie. Désordre et transformation. Désordre et transformation. Réjouissance. Réjouissance. Alice. Je veux dire se lancer. Me lancer. Pour moi, me lancer. Me lancer. Et donc faire le deuil de l'approbation des autres. C'était le deuxième. Ah oui. Le deuil. Deuil. Ouais, je vais redire mouvement et transformation. Oui, d'accord. Ah, ça, ça vaut bon. C'est vrai qu'il y a le côté regard des autres dans tout ça quand même. Oui, très fort. Moi j'étais très, très sensible à faire face aux priorités. Et il y avait illustré de pas mal de trucs. Mais et du coup, moi j'ai été sensible à être du côté du collectif pour faire face à ces priorités. Oui. Et là en ce moment, je suis en train de lire le livre d'Arthur Lockman, ce jeune-là qui a fait de la charpente. Oui. Et ça me parle par rapport au collectif, compagnonnage, C'est artisan. fort ça, oui. Et Bah, du ça coup, me fait penser ça- surtout, si vous me permettez de faire référence, à votre fils, Bah, qui fait bien ça, sûr. Enfin, qui lui a trouvé la clé aussi. Comment il s'appelle celui dont tu parles? la vie solide. La vie solide. C'est un livre? Mais en C'est référence quoi, c'est à la un vie livre liquide de Ouais. C'est un livre? Et, mais du coup, d'où l'importance de ce passage. Oui. du jeu au nous. Voilà. Et enfin, même du nous pour pouvoir arriver au jeu. Oui. Ce qui est la règle, bien sûr, mais qui est quelque chose qui a à voir avec ce que j'appelais tout à l'heure le politique, à combiner avec de l'érotique, au sens de quelque chose qui a à voir avec cette énergie spécifique de l'érotisme. Allez, est-ce que vous pouvez redire, après les incidents de vie, il y a déni, deuxième Déni, répétition, répétition. je vais refaire la même chose, réparation, transformation, résilience. Ok, merci à chacun. Merci. Merci. Et donc, la prochaine fois,